Vous écoutez On lit pour vous. On sait enfin ce qui cause l'hyperémèse gravidique. Un texte de Sam Jones, paru le 27 janvier 2026 dans le magazine National Geographic. L'hyperémèse gravidique, cette maladie débilitante et parfois mortelle, n'a bénéficié que d'un financement limité et n'est que peu reconnue. De nouvelles recherches pourraient bientôt mener à la mise au point d'un traitement efficace. Environ 2% des femmes enceintes souffrent d'hyperémèse gravidique, HG, une maladie caractérisée par de sévères nausées et vomissements persistants, pouvant entraîner dans certains cas la mort. L'hyperémesis gravidarum, ou vomissement gravidique, désigne des nausées extrêmement sévères et des vomissements excessifs pendant la grossesse. Contrairement aux femmes qui présentent des nausées matinales ordinaires, celles atteintes d'hyperémesis gravidarum perdent du poids et sont déshydratées. Lors de sa première grossesse, Marlena Feizo a souffert de nausées et de vomissements si importants qu'elle a dû se rendre 2 fois aux urgences avant son accouchement. Mais sa deuxième grossesse s'est révélée encore plus difficile. Je ne pensais même pas que ça pouvait être pire, et pourtant, se souvient Marlena Feizo, aujourd'hui chercheuse spécialisée dans la santé des femmes à l'école de médecine Keck de l'Université de Californie du Sud. Au cours de sa deuxième grossesse, Marlena Feizo a été placée sous perfusion, s'est vue prescrire 7 traitements différents et a dû être alimentée par sonde. Rien n'a marché. À certains moments, elle était si faible qu'elle ne pouvait plus parler, restait clouée au lit et avait besoin de soins 24 heures sur 24. Selon son médecin, elle essayait simplement d'attirer l'attention de son mari. À 15 semaines, elle a fait une fausse couche. Marlena Feizo souffrait d'hyperémèse gravidique, HG, une maladie qui touche environ 2% des femmes enceintes et qui se caractérise par de sévères nausées et vomissements persistants pouvant causer la mort. Malgré cela, la recherche sur l'HG demeure sous-financée et les personnes qui en souffrent sont rarement prises au sérieux. Marlena Feizo a fait une fausse couche en 1999. Peu après, elle a repris son poste de chercheuse postdoctorale à l'Université de Californie à Los Angeles, motivée à l'idée d'apprendre tout ce qu'elle pouvait sur l'hyperémèse gravidique. En 2024, Feizo et ses collègues ont publié une étude révolutionnaire portant sur la façon dont l'hormone GDF15 influe sur le risque des femmes enceintes de développer une hyperémèse gravidique. Cette étude pourrait déboucher sur plusieurs traitements efficaces qui, selon certains chercheurs, seront bientôt disponibles. Mais le manque de sensibilisation et de reconnaissance de la gravité de l'hyperémèse gravidique pourrait y faire obstacle. Les nausées matinales sont une expérience désagréable pendant la grossesse. Cependant, lorsque l'HG, bien plus extrême, est assimilée à de simples nausées matinales, les femmes qui en souffrent ont le sentiment d'être dénigrées, explique Kimber Wakefield McGibbon, l'un des auteurs de l'étude, et cofondatrice et directrice exécutive de la Hyperemesis Education and Research, HER, Foundation,
Fondation pour l'éducation et la recherche sur l'hyperémèse. L'hyperémèse ressemble à une intoxication alimentaire, à la différence que les vomissements n'apportent aucun soulagement. On a en permanence l'impression que quelque chose nous reste sur l'estomac, explique McGibbon, infirmière autorisée, qui a souffert d'HG au cours de ses 2 grossesses. La déshydratation et la perte de poids sont des symptômes courants de l'hyperémèse gravidique, mais les cas les plus graves peuvent entraîner une fausse couche et des troubles chez la mère, tels qu'une encéphalopathie de Wernicke, un trouble neurologique provoqué par une carence en vitamine B1, thiamine, qui peut s'avérer mortelle. Un certain nombre d'études ont montré que les bébés nés de mères souffrant d'hyperémèse gravidique présentaient un risque accru de naissance prématurée, d'insuffisance pondérale à la naissance et de troubles du développement neurologique, comme un retard de la parole et du langage. C'est une pathologie de grossesse extrêmement dangereuse et qu'il faut considérer comme telle, soutient Marlena Feizo. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Les traitements de première intention de l'HG, comme les médicaments antiémétiques, s'avèrent inefficaces chez de nombreuses femmes, explique la médecin Jones Trovick, professeure au département des sciences cliniques de l'Université de Bergen, qui n'a pas participé à l'étude de Feizo et McGibbon. Et même si une patiente est placée sous perfusion afin de soulager la déshydratation et la déplétion électrolytique, voire, dans les cas les plus graves, est branchée à une sonde d'alimentation, elle court tout de même le risque de devoir interrompre sa grossesse pour survivre. En tant que médecin, je me sens incompétente lorsque je ne parviens pas à aider ces femmes à éviter l'interruption d'une grossesse par ailleurs désirée, raconte Trovick. Malgré sa gravité, l'HG est négligé, y compris par la communauté médicale. Amy Brecht-Doscher, gynécologue obstétricienne et conseillère médicale de la HER Foundation, n'oubliera jamais la réunion annuelle du Collège américain des obstétriciens et des gynécologues à laquelle elle a assisté avec des milliers d'autres médecins en 2017 et où seules 2 présentations ont été faites sur l'HG, dont l'une par Feizo. Alors que Brecht-Doscher et quelques autres participants discutaient de cette maladie très peu étudiée, un médecin s'est joint à la conversation et a déclaré « Je sais ce qui provoque l'hyperémèse, l'hystérie. » Et si vous croyez cela, soutient Brecht-Doscher, alors vous ne pensez pas qu'il faille vraiment faire quoi que ce soit pour traiter les gens. Brecht-Doscher, qui n'a pas non plus participé à l'étude de Feizo et McGibbon, a souffert d'HG lors de 2 grossesses, dont l'une s'est soldée par une fausse couche. En tant que médecin, le réflexe habituel, en particulier quand les patientes ne répondent pas aux thérapies standards, est de supposer qu'il y a une composante psychologique, ce qui explique pourquoi la patiente ne répond pas au traitement, dit-elle. J'avais moi-même intégré ce préjugé en tant que médecin avant de souffrir d'hyperémèse. Brecht-Doscher explique qu'une fois qu'elle a souffert d'HG, elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait rien faire pour se sentir mieux. La création d'une communauté de l'hyperémèse gravidique. Après sa fausse couche, Feizo s'est empressé de réaliser un sondage en ligne pour se faire une idée de la prévalence de l'HG et des variables qui l'influençaient. Elle a été impressionnée du nombre de réponses qu'elle a reçues.
L'une d'elles avait été écrite par McGibbon et disait « Une fois ma grossesse terminée, je compte créer un site web sur l'hyperémèse parce qu'il n'y a rien en ligne sur le sujet. » Ce qui n'était au départ qu'un site web est devenu en 2002 la HER Foundation, une organisation à but non lucratif qui collabore avec des universités et participe à des études de recherche, offre un soutien aux familles et fournit des ressources sur l'HG aux patients et aux prestataires de soins de santé, comme des informations sur les médicaments et les stratégies de prise en charge. McGibbon affirme avoir parlé à environ 10 000 familles dans le monde entier depuis qu'elle a créé la fondation. En France, l'Association de lutte contre l'hyperémèse gravidique soutient les femmes souffrant d'HG ainsi que leurs proches, notamment à travers un service d'écoute téléphonique. L'enquête de Feizo a rapidement été publiée sur le site web de HER et, grâce à ces données, elle, McGibbon et des collègues ont montré que l'HG était probablement héréditaire. Feizo a ensuite demandé un financement au National Institute of Health pour étudier le ou les gènes qui pourraient être responsables de l'HG. Mais sa demande a été rejetée. En 2010, son frère lui a offert un kit de tests génétiques de la société 23andMe comme cadeau d'anniversaire. En plus d'avoir accès à des informations génétiques, les clients de 23andMe ont la possibilité de répondre à des sondages sur la santé. Feizo a alors eu une idée. Je les ai contactés et leur ai demandé s'ils pouvaient inclure des questions sur l'hyperémèse gravidique, ce qu'ils ont fait. En 2018, à partir des données génétiques et des données des sondages sur la santé des clients de 23andMe, Feizo, McGibbon et leurs collègues ont été les premiers à montrer un lien entre l'hyperémèse gravidique et une hormone appelée GDF15. On savait déjà que les niveaux de GDF15 augmentaient au cours des 2 premiers trimestres de la grossesse et qu'ils sont un facteur de cachexie, un syndrome d'amaigrissement souvent observé chez les patients atteints de cancer. À peu près au même moment, des études ont démontré que le GDF15 se liait aux cellules du tronc cérébral, une structure responsable des fonctions de base comme la respiration et la conscience, mais aussi des vomissements, témoignant de son probable rôle dans l'HG. Mais Feizo restait perplexe quant à la raison pour laquelle certaines personnes ne souffraient pas nécessairement d'HG à chacune de leurs grossesses. Quelles sont les causes de l'hyperémèse gravidique? Dans une récente étude, Feizo et ses collègues ont découvert que la majorité de l'hormone GDF15 provenait du bébé et non de la mère, et que la quantité produite pouvait varier d'une grossesse à l'autre en fonction de la génétique du bébé, ce qui explique pourquoi les mères ne souffrent pas nécessairement d'HG à chacune de leurs grossesses. En outre, l'importance des nausées et des vomissements pendant la grossesse est déterminée par la sensibilité de la mère au GDF15. Les chercheurs ont constaté que les femmes qui produisent des quantités de GDF15 inférieures à la moyenne avant de tomber enceinte couraient un risque plus élevé de développer une HG parce qu'elles sont hypersensibles à l'augmentation typique de la protéine GDF15 au début de la grossesse. À titre de comparaison, les femmes qui produisent des quantités élevées de GDF15 avant leur grossesse n'ont que très peu de nausées ou de vomissements.
Pour tester l'hypothèse selon laquelle la sensibilité au GDF-15 influence le risque d'HG, les chercheurs ont exposé des souris, soit à une petite dose de GDF-15, puis à une forte dose de GDF-15, comparable au niveau observé chez les femmes souffrant d'HG, soit à une seule forte dose de GDF-15. Les souris ayant reçu une seule dose élevée ont commencé à moins s'alimenter et ont perdu du poids. À l'inverse, les souris qui ont d'abord reçu une petite dose de GDF-15 et qui ont donc été désensibilisées n'ont pas été affectées lorsqu'elles ont ensuite reçu la forte dose de GDF-15. Des médicaments prometteurs en préparation. Selon Brecht-Doscher, ces découvertes déboucheront bientôt sur des traitements. Mais selon elle, l'administration de médicaments aux femmes enceintes suscite toujours des inquiétudes fondées. Il y a beaucoup d'antécédents dans ce domaine puisque des médicaments utilisés spécifiquement pour les nausées et la grossesse se sont avérés nocifs. Je pense notamment à la thalidomide qui, au début des années 1960, a été responsable de graves déformations des membres chez les enfants dont la mère avait consommé ce médicament pour soulager les nausées au cours de la grossesse. Mais Feizo et d'autres collègues sont optimistes car des médicaments prometteurs sont déjà testés, bien que pour d'autres pathologies. Marlena Feizo espère évaluer des médicaments qui augmentent les niveaux de GDF-15 avant la grossesse, prévenant ainsi la maladie, ainsi que des médicaments qui diminuent le GDF-15 pendant la grossesse et qui permettraient ainsi d'éviter ou d'atténuer les symptômes de la maladie. Marlena Feizo demande actuellement une subvention pour tester la metformine, un médicament contre le diabète qui augmente les niveaux de GDF-15 dans le sang et qui est déjà utilisé pour augmenter la fertilité chez les patientes souffrant du syndrome des ovaires polykystiques, SOPK, et dans certains cas de diabète gestationnel. Des médicaments bloquant le GDF-15 sont également testés dans des essais cliniques chez des patients cancéreux souffrant de cachexie. Marlena Feizo espère qu'une fois que la fiabilité de ces médicaments aura été démontrée au cours de ces essais et d'autres menés sur des animaux en gestation, ils pourront aussi être testés chez les femmes enceintes. Le 9 janvier, la Société de biotechnologie NGM Bio de San Francisco a annoncé qu'elle était en pourparlers avec l'Agence fédérale américaine des produits alimentaires et médicamenteux pour commencer des essais cliniques sur des patients atteints de cancer du sein avec son NGM 120, un médicament qui bloque le GDF-15. Dans le cadre de ce processus, Marlena Feizo tiendra le rôle de conseillère auprès de NGM Bio. C'était « On sait enfin ce qui cause l'hyperémèse gravidique », un texte de Sam Jones, paru le 27 janvier 2026 dans le magazine National Geographic. Mes congés m'angoissent plus que ma job. Une chronique de Marie-Ève Martel parue le 13 juillet 2026 dans Urbania. Le cercle vicieux du stress-laxing. Si nous attendons tous nos vacances ou la fin de semaine avec impatience, au moment d'activer la réponse automatique de son courriel ou d'éteindre son ordinateur pour quelques jours, c'est moins facile d'oublier le travail pour un congé bien mérité et réparateur. Bienvenue dans l'univers du stress-laxing,
ou quand prendre un temps d'arrêt génère plus d'anxiété que de repos. C'est un phénomène qu'on observe surtout chez les personnes qui ont déjà du mal à décrocher, que ce soit au travail ou aux études. Lorsque vient le moment de s'arrêter, leur cerveau semble avoir oublié comment fonctionner sans objectif ou sans pression. Cette absence d'occupation mentale provoque alors de l'anxiété chez la personne censée profiter du congé pour se reposer. En ligne, le Urban Dictionary définit le stress-laxing comme le fait d'être tellement sur les nerfs que vous songez constamment à ce qui vous stresse pendant que vous vous reposez, ce qui annule les bienfaits du dit repos. Malgré moi, je suis une victime du stress-laxing. J'ai réalisé que dans mes rares moments d'inactivité, je doom-scroll à l'infini, parfois même sans m'en rendre compte, tout simplement parce que je ne suis pas capable de ne rien faire. Ne pas savoir comment m'occuper l'esprit, parce que, pour une fois, mon agenda n'est pas autant rempli que celui d'un premier ministre, m'angoisse plus que ça ne m'apaise. Bref, c'est un véritable cercle vicieux. On travaille fort, on ne se repose pas quand on devrait parce qu'on pense au travail, et donc on a davantage besoin de se reposer, et ainsi de suite. La course à l'épuisement. Le phénomène n'a rien de nouveau. Déjà en 1983, le Journal of Consulting and Clinical Psychology en parlait, estimant que de 30% à 50% étaient aux prises avec le stress-laxing. Et ça, c'était bien avant les téléphones intelligents, Internet et le télétravail. Imaginez. Pas étonnant alors que, 40 ans plus tard, les arrêts maladie pour épuisement professionnel et autres troubles de santé mentale soient à la hausse. Selon une étude réalisée par l'assureur Canada Vie il y a quelques mois, près de 4 travailleurs sur 10 au pays seraient au bord de l'épuisement. De ce nombre, à peine la moitié d'entre eux prendraient du temps de repos pour se remettre sur pied, à en croire une autre étude menée par Manuvie. Dans celle-ci, ce sont plutôt 57% des travailleurs qui seraient épuisés. L'oisiveté, l'ennemi à abattre. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'anxiété qu'on ressent au moment de se reposer, c'est de la culpabilité. Plus précisément, la culpabilité de ne rien faire, de ne pas contribuer à quelque chose parce que le temps qui passe ne se récupère pas. Il est perdu à jamais. Alors, je ne devrais pas le gaspiller en ne faisant rien pendant que les projets, les contrats ou les idées s'accumulent. Sous ces couches de culpabilité, on retrouve aussi la peur de rater quelque chose d'important au travail, ou bien de ne pas être considéré pour une promotion, ou d'être moins bien vu par ses collègues et patrons. Bref, on est nombreux à avoir ingéré et digéré, inconsciemment ou non, le Kool-Aid qui nous fait croire que ne rien faire, c'est être sciemment paresseux. C'est comme si se reposer équivalait à faire une croix sur le succès, la réussite et l'avancement professionnel. Le repos fait alors figure de simple choix, voire de luxe que seuls certains privilégiés peuvent s'offrir. Et à voir le coût de la vie augmenter, qu'il s'agisse du tarif à la pompe, de la facture d'épicerie ou du loyer, il n'est pas surprenant que certaines personnes doivent cumuler les emplois pour joindre les deux bouts. Pour certains, refuser un quart de travail afin de recharger ses batteries peut signifier devoir se priver ailleurs. D'ailleurs, c'est moi ou le fait de devoir travailler en permanence pour vivre décemment, et là, je ne dis même pas confortablement. C'est pire que de s'offrir un break pour décompresser. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout comme les entreprises, nos vies doivent être rentables.
Suffit de jeter un coup d'œil aux réseaux sociaux. Tout le monde incarne sa propre marque, certains parvenant carrément à monétiser leur lifestyle. Même si la gig economy est parvenue à nous convaincre que nos passe-temps doivent nous permettre de faire de l'argent. Le contraire équivaudrait plutôt à perdre son temps. J'ai bien tenté de me trouver un loisir. Crochet, scrapbooking, confection de bijoux et même la peinture à numéros. Rien n'a collé, parce que rien ne m'a permis de décrocher. Le problème, aucun de ces passe-temps ne me paraissait assez productif. Le repos, ça se travaille. La bonne nouvelle, c'est que le traitement du stress laxing est assez simple. Il faut tout simplement réapprendre à ne rien faire, indiquent plusieurs chercheurs. Le stress, Psychiatry and Immunology, SPI, Lab du King's College à Londres, recommande d'inclure la relaxation et le repos dans sa to-do list. Au lieu de considérer ce moment comme un obstacle à votre réussite, entrevoyez-le comme un moyen de développer votre potentiel, suggère-t-on. Vous pourriez aussi déterminer quelles activités de détente vous pratiquerez durant cette période de répit. Yoga, coloriage, méditation, lecture, etc. En ayant quelque chose de concret à faire, vous aurez moins l'impression de perdre votre temps, suggère le SPI Lab. Parce que oui, ce qui est fascinant avec le stress laxing, c'est qu'on a fini par traiter le repos comme une autre tâche à gérer dans un horaire où respirer semble être optionnel. Et si vous lisez cette chronique pendant vos vacances entre deux courriels de job, j'ai une mauvaise nouvelle. Votre problème n'est peut-être pas le manque de temps. C'est peut-être que vous avez oublié que votre valeur ne dépend pas de votre productivité. Et pour y remédier, commencez par fermer votre téléphone et profitez du moment présent. C'est ce que je m'en vais faire drette là. C'était « Mes congés m'angoissent plus que ma job », une chronique de Marie-Ève Martel, parue le 13 juillet 2026 dans Urbania.